Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, Pepe Escobar, est avec nous. Bon retour parmi nous, Pepe. Frère Nima, toujours un plaisir. Et à vous tous, notre public, salutations d'un paisible pays bouddhiste d'Asie du Sud-Est. Pepe, laisse-moi commencer par ce que Donald Trump demandait, ou plutôt suppliait, si je peux le dire ainsi, aux autres pays de le rejoindre dans le détroit d'Ormuz pour faciliter le passage des pétroliers. Jusqu'à présent, ce que nous avons appris de l'Allemagne, je cite le gouvernement allemand, c'est qu'attend Trump d'une poignée de frégates européennes que la puissante marine américaine ne pourrait pas faire. Ce n'est pas notre guerre, et nous ne l'avons pas commencée. L'Australie a déclaré « Nous n'enverrons pas de navires dans le détroit d'Ormuz ». Le Royaume-Uni a dit que rouvrir le détroit n'était pas une tâche simple et qu'il ne se laisserait pas entraîner dans une guerre plus large. La France a affirmé qu'il n'était pas question d'envoyer des bâtiments dans le détroit d'Ormuz. Le Japon a indiqué que les circonstances ne justifiaient pas une participation militaire. Quant à la Chine, aucun commentaire. Alors que se passe-t-il, Pepe? Parce que Donald Trump pensait d'une certaine manière qu'il pourrait au moins marquer un coup politique, sinon militaire. Mais cela ne semble pas être le cas. Quelle est ton analyse de la situation? Eh bien, même si la plupart des gouvernements que tu as mentionnés sont presque en état de mort cérébrale, ils ne sont pas totalement stupides. Ils ont au moins quelques analystes ou des personnes dans leur ministère des Affaires étrangères qui ont une idée de base de ce qui se passe réellement dans le détroit d'Ormuz. Et bien sûr, s'ils suivent ce que disent le ministre des Affaires étrangères, Araqchi, le président du Majlis, Kalibaf, et plusieurs échelons d'officiers des gardiens de la Révolution, ils comprennent que le détroit d'Ormuz, en pratique, n'est pas bloqué, mais qu'il l'est pour tout navire ayant des intérêts américains, israéliens ou autrement hostiles, ce qui revient essentiellement à dire l'ensemble de l'OTAN face à l'Iran. C'est ouvert à tout le monde et chacun peut décrocher le téléphone, écrire une lettre, contacter les Iraniens et essayer de conclure un accord, ce qu'ont fait par exemple les Bangladais. Vous savez, les pétroliers et méthaniers à destination du Bangladesh bénéficient désormais d'un passage libre. L'Inde, c'est une histoire extrêmement complexe. Seuls quelques, si je ne me trompe pas, seulement 2, pétroliers indiens ont jusqu'à présent obtenu un passage libre. Mais c'était un accord de réciprocité concernant des pétroliers iraniens bloqués quelque part en Inde ou à proximité. C'est une autre histoire. Cela sera donc probablement négocié au cas par cas. Après la trahison de l'Iran par l'Inde, bien documentée et provoquant des réactions de la part de certains des meilleurs universitaires, analystes militaires et diplomates indiens non alliés à Modi et au BJP, ils sont consternés. Ils ont dit que la politique étrangère indienne avait tout simplement disparu. Et maintenant, évidemment, nos rêves de devenir le leader du Sud global se sont évanouis. Et bien sûr, l'Occident dans son ensemble, il ne sera tout simplement pas ouvert à l'Occident. Point final. Il n'y a même pas de négociation en jeu. Ainsi, ces gouvernements, encore une fois, s'ils ne sont pas complètement lobotomisés, savent que s'ils rejoignent cette flottille de Trump, improvisée et à peine organisée, pour libérer le détroit d'Ormuz, ils se dirigent droit vers un immense vide noir, ce qui bien sûr entraînera de nombreuses pertes au sein de leurs forces d'attaque. Donc cela ne va pas bouger. Et le désespoir chez, Néo-Caligula, on peut aussi l'appeler un Néo-Crassus. Je travaille demain sur une chronique comparant Crassus à Trump. Même s'il n'était pas empereur, il faisait partie du triumvirat. Mais la psychologie est la même. Ils savent que c'est absolument impossible.
Et évidemment, le cercle autour de Trump, les personnes qui l'écoutent réellement, ne dépasse probablement pas 5 ou 6, peut-être 10 si l'on exagère. Des gens au Pentagone ayant une expérience réelle, même lointaine, de la guerre, ou des analystes indépendants, d'anciens analystes de la CIA par exemple. Il n'écoute pas ces gens-là, même certains qui étaient autrefois en contact avec lui. Par exemple, Colin McGregor. Trump n'écoute que ceux qui alimentent cette énorme quantité de fausses informations provenant de Fox News et de types comme « non, pas Hexer », reformulons, le clone des pompes, le sioniste chrétien qui se fait passer pour le secrétaire des guerres éternelles. Voilà ce qu'est devenu le chef du Pentagone dans cette administration. Rubio, Gusano Rubio. Il ne saurait même pas situer l'Iran sur une carte en réalité. Et voilà, il a déjà mis de côté J.D. Vance et Tulsi Gabbard, membres de sa propre administration. Il n'écoute donc que des sycophantes et des vassaux. Et des personnes ayant une compréhension extrêmement limitée, je dirais inférieure à 0, de ce qui se passe actuellement sur le champ de bataille. Sans parler de la manière dont fonctionne le système iranien et de son mode de fonctionnement sous le nouveau guide suprême, Mortaba Khamenei. Nous allons donc suivre ce nouveau rebondissement pendant un certain temps, en supposant que les Américains soient capables de constituer une force de frappe et qu'ils puissent l'envoyer depuis quelque part dans la mer d'Arabie vers le golfe d'Oman et le golfe Persique, ou depuis la mer Rouge en traversant le Bab el-Mandeb, puis en se rapprochant du golfe Persique. C'est donc une série de si, chacun plus meurtrier et plus explosif que le précédent. La clé, la question absolument essentielle, Nima, est le thème de ma prochaine chronique, qui sera probablement publiée demain dans The Cradle. Je l'ai déjà envoyée, mais cela prend un peu de temps, car ils doivent la traduire en turc et en arabe, donc elle paraît généralement le lendemain. Elle porte sur ce coup fatal porté contre le Pétro-ONU, et c'est cela qui motive non seulement le néo-Caligula ou le néo-Crassus, mais aussi les courtisans qui l'entourent. En particulier les élites américaines en arrière-plan qui ont donné leur feu vert à cette guerre. Parce que si cela continue encore quelques semaines, ce sera le début de la fin du pétrodollar. Et cela signifie que c'est le début de la fin d'un empire unilatéral et hégémonique régnant sur pratiquement la majeure partie de la planète. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Certaines personnes, du moins en Occident, commencent à comprendre l'ampleur des enjeux. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est ce que nous entendons des Iraniens jour après jour. Même si Trump devait, même si ce que nous savons ne se produira pas, il est prisonnier du labyrinthe de sa propre hubris. Il ne peut pas reculer. Il ne peut pas admettre qu'il a perdu son pari. Même s'il devait dire dans les prochains jours, évidemment, dans l'un de ses interminables messages décousus, « D'accord, nous avons gagné. » Nous avons gagné. Nous avons tout anéanti. Il y a l'armée de l'air, il y a la marine. Nous étions en train de décimer l'Iran. Alors j'ai proclamé la victoire. Et voilà, c'est tout, c'est la fin. Mais ce ne serait pas la fin, car l'Iran continuerait, et tous les intérêts américains, en Israël même et dans tout l'Ouest asiatique, continueraient d'être attaqués par l'Iran. Il n'y aurait donc pas de cessez-le-feu. Et maintenant, Araghchi le dit clairement, pas de cessez-le-feu. Donc toute personne avec un QI de 10 peut comprendre la position iranienne. Il n'a aucune issue, et c'est bien là le problème, Nima. Il va devenir encore plus dangereux qu'il ne l'est déjà. Ouais. Pépé, tu as mentionné quelque chose de vraiment important, à mon avis. Le passage du pétrodollar au pétro-yuan. C'est, je dirais, une manœuvre financière nucléaire.
Ce n'est pas quelque chose d'assez insignifiant pour être ignoré. Ce qui se passe est énorme, et les conséquences sont encore en train de se déployer. Comment vois-tu cela? Parce que depuis de nombreuses années, on parle, du moins d'après ce que je comprends, du fait que si les États-Unis voulaient un partenaire stratégique au Moyen-Orient, en Asie occidentale, ce serait par exemple l'Iran. Mais cela n'a jamais fait partie de l'agenda américain, car la politique étrangère des États-Unis est dirigée par les Israéliens, par Netanyahou en Israël. C'est pourquoi je pense que nous en sommes encore loin. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Les États-Unis ne vont pas changer d'attitude. Ils déploient des efforts considérables pour détruire l'Iran et le morceler en province. Et l'on voit émerger un nouveau partenariat issu des conflits, à la fois en Ukraine et au Moyen-Orient. C'est un partenariat qui va au-delà d'une alliance, Pepe. Ce n'est pas comme ce que nous avons vu avec le G7 ou avec l'OTAN. C'est quelque chose de différent, d'une autre nature. Comment comprends-tu ce type de partenariat qui est en train de se former? Je pense qu'il se renforce. C'est ce que j'ai expliqué brièvement dans cette chronique. Ce pourrait être, disons, une pré-chronique d'un essai beaucoup plus approfondi plus tard, à mesure que la guerre progresse, bien sûr. Mais l'un des points essentiels que j'ai dû souligner encore une fois, c'est à quel point le pétrodollar est une escroquerie absolument gigantesque que les Américains pensaient éternelle. L'accord a été imposé aux Arabes en 1974, après le choc pétrolier de 1973. C'est une arnaque très simple, mais immensément efficace pour la puissance hégémonique. Ils ont forcé le CCG et l'OPEP, et cela continue depuis 1964. Vous devez acheter et vendre votre pétrole et votre gaz uniquement en dollars américains. C'est tout, rien d'autre n'est autorisé. D'où le nom de pétrodollar. Et vous investissez tous vos bénéfices, tous vos excédents, dans l'économie américaine. Vous pouvez acheter des bons du Trésor américain. Vous pouvez acheter des actions. You can buy US Treasury bonds, you can buy stocks. Nowadays, especially, you can finance our tech. De nos jours, en particulier, on peut financer notre technologie, nos grands investissements technologiques aux États-Unis. Ainsi, il y a tout ce tsunami de fonds provenant des pays du CCG qui se déversent dans l'économie américaine. Cela soutient le dollar et le maintient comme monnaie de réserve pour toute la planète. Cela finance le complexe militaro-industriel, très, très important. Ces guerres sans fin, désormais théoriquement supervisées par le secrétaire des guerres éternelles, le clone bodybuildé, le sioniste chrétien, sont essentiellement financées par le CCG et d'autres contributeurs de l'OPEP. Et bien sûr, le plus important, c'est que tout ce tsunami d'argent liquide sauve les États-Unis de l'obligation de payer leurs dettes impayables qui s'élèvent désormais à 40 000 milliards de dollars, n'est-ce pas? C'est donc un beau système à la manière de la mafia. Il fonctionne presque comme une horloge depuis 1964. Alors, où en sommes-nous maintenant? C'est ça, toute la beauté de la chose. C'est aussi très très simple. L'Iran, d'un seul geste, et c'est pour cela que je dis que c'est une arme financière nucléaire, n'a pas eu besoin d'une bombe atomique, ni de milliers de missiles Khorramshahr 4 pour changer les règles du jeu vis-à-vis du pétrodollar. Juste comme ça. Si vous bloquez le point d'étranglement commercial le plus important de la planète, par lequel transite chaque jour 20% du pétrole mondial, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, vous changez les règles du jeu. C'est comme si l'Iran avait installé un système de péage dans le détroit d'Ormuz. On ne voit pas le péage, comme quand on conduit sur l'autoroute. Bon, 10 minutes, prépare ta carte de crédit, ton pass ou autre. Non, là, c'est un péage invisible. Et c'était fascinant. Il y avait des images tournées hier par un journaliste iranien. Il naviguait à travers le détroit d'Ormuz. Nader montrait une vidéo. La règle exacte est que les pétroliers ne peuvent pas traverser. Et s'ils le font,
les gardiens de la révolution envoient automatiquement des drones contre eux. C'est une séquence absolument fascinante. Voilà, vous installez votre barrière de péage invisible. Vous dites à vos amis, « D'accord, appelez-nous, on fera un accord et vos navires pourront passer. » Avec la Chine, c'est plus qu'évident, car l'accord est en place depuis plusieurs jours déjà. Dans le cas du Bangladesh, il y a eu des négociations. Dans le cas de l'Inde, c'est au cas par cas. Et pour tous les autres, ce sera également au cas par cas. Mais si vous venez des États-Unis, que vous êtes allié aux intérêts israéliens ou du côté de l'OTAN, c'est fini, oubliez, c'est bloqué pour vous. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait apparemment plus de 700 méthaniers bloqués des deux côtés du détroit d'Ormuz à l'heure actuelle. Et il y en aura certainement d'autres. Ainsi, en un seul geste, ils ont bouleversé l'industrie de l'assurance. Aucun assureur ne couvrira un pétrolier tentant de traverser le détroit, car ils savent que c'est suicidaire. En ce qui concerne les effets sur la partie occidentale de l'économie mondiale, c'est une tragédie. Pour la partie asiatique, cela dépend de la manière dont ils vont gérer leurs relations avec l'Iran, par exemple. La Corée du Sud et le Japon pourraient approcher l'Iran et tenter de conclure un accord. Il est encore trop tôt pour le dire. Nous ne savons pas. Le Japon ne le fera probablement pas, car il est une colonie vassale des États-Unis. La Corée du Sud, c'est différent. Et pour ce qui est de la Chine, il n'y a aucun problème, car la Chine continue de recevoir du pétrole et du gaz d'Iran. Ils ont conclu un accord il y a quelques jours. Cela fait partie de leur partenariat stratégique global de 25 ans, dans lequel l'Iran vend de l'énergie et la Chine investit dans la construction d'infrastructures en Iran. Mais le jeu du pétrodollar est déjà en train de se renverser. Et tout le Sud global y prête attention et reçoit le message. Nous avons compris le message. Si nous traitons avec le pétro-yuan, tout va bien pour tout le monde. Pour nous, pour la Chine, pour la Russie, pour l'Iran, pour les BRICS, vous voyez le tableau. Et voilà, ce sera le nouveau nom du jeu. Alors quand les Américains regardent cela, Nima, pas étonnant qu'ils paniquent. Ils n'ont jamais paniqué à ce point depuis, je ne sais pas, toujours. Voilà. En résumé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pourquoi la tentative de bloquer le pétrole iranien en un seul point d'étranglement, le point d'étranglement le plus crucial pour l'économie mondiale, est bien plus grave que n'importe quelle défaite militaire que l'Iran pourrait infliger à Israël ou aux États-Unis. Pepe, en ce qui concerne Israël, je pense que la question est de savoir combien de temps Israël peut soutenir cette guerre. En regardant ce qui se passe en Iran, à chaque fois qu'ils réagissent aux déclarations de Donald Trump, il dit « Je ne vais pas négocier avec eux. Nous allons continuer à attaquer l'Iran », a-t-il déclaré récemment. Et vous savez, le journaliste a demandé au ministre iranien des Affaires étrangères si l'Iran était prêt pour un cessez-le-feu ou des négociations. Voici ce qu'a dit Araghchi. Exactement. Ce week-end, il n'est pas prêt à conclure un accord avec l'Iran, car les conditions ne sont pas encore suffisamment bonnes. Son administration affirme que cette guerre pourrait durer encore environ 3 semaines et demie. L'Iran a-t-il demandé un cessez-le-feu? Non, nous n'avons jamais demandé de cessez-le-feu et nous n'avons même jamais demandé de négociation. Nous sommes prêts à nous défendre aussi longtemps qu'il le faudra. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que le président Trump se rende compte qu'il s'agit d'une guerre illégale sans victoire possible. Et vous savez, des gens sont tués uniquement parce que le président Trump veut s'amuser. C'est ce qu'il a dit. Le point principal, Pepe, c'est que même si tu suis les médias persans,
tu ne ressens aucun sentiment d'urgence dans ce qui se passe. Ils sont tellement bien préparés, tellement patients. Ils ne ressentent pas le besoin de mettre fin au conflit rapidement, comme Donald Trump le voudrait. Ils sont à l'aise et confiants dans leur capacité à poursuivre cette guerre aussi longtemps qu'il le faudra. En revanche, on ne retrouve pas ce genre de confiance en Israël. Je ne sais pas à quel point tu suis les médias israéliens, mais il en ressort beaucoup de désespoir. Et en ce moment, personne ne sait vraiment où se trouve Benjamin Netanyahou. Il n'est pas apparu, et nous avons vu 2 vidéos générées par IA. Je ne sais pas comment interpréter cela. Peut-être qu'il se cache quelque part, ou peut-être qu'il a été, tu sais, tué lors d'une opération. Personne ne sait vraiment ce qui se passe en ce moment. Nobody knows. Crappy AI videos. Personne ne sait. Des vidéos d'IA nulles là-bas. Oui, exactement. Des millions de personnes en ligne ont déjà relevé toutes les incohérences dans les 2 vidéos jusqu'à présent. Il y en aura probablement d'autres. Ils ne prennent même pas la peine de faire quelque chose de convaincant, ce qui montre qu'ils doivent être, tu sais, submergés par toutes sortes de chaos autour d'eux. Écoute, peu importe ce que Trump dit maintenant, vraiment, parce que ce ne sont que des divagations, une accumulation de fausses nouvelles et de mensonges, d'accusations, de racisme. Quand il a parlé directement du mauvais ADN en Iran, il a insulté toute la population iranienne et la diaspora iranienne dans son ensemble. Donc, c'est aussi bas et aussi minable que possible. Jusqu'où Trump peut-il descendre? Il peut aller plus bas que n'importe qui. En fait, c'est la seule chose qu'il sait faire. In fact, it's the only thing that he knows how to do. And never backing down, because that's how he learned. Et il ne recule jamais, car c'est ainsi qu'il a appris à faire des affaires auprès de ses maîtres mafieux de New York et du New Jersey. Donc cela n'a aucune importance. Ce qui n'est pas sans importance, c'est qu'il détient un pouvoir extrêmement destructeur. Il n'y a aucun doute, les Américains, même avec toutes leurs pertes, sont immensément violents et immensément destructeurs. Et bien sûr, il n'est pas étonnant que l'impensable refasse surface ici, là et partout. L'idée de recourir à des armes nucléaires tactiques, ou même à une arme nucléaire, que ce soit de la part des États-Unis, d'Israël ou des deux. Si cela se produit, nous serons évidemment inquiets. C'est pour cela que c'est si dangereux, parce qu'on a affaire à un cycle irrationnel et mégalomane, totalement acculé. Il s'est attiré cela lui-même. Il ne peut pas jeter sous le bus sa bande de sycophantes ultra médiocres ou quoi que ce soit d'autre. D'abord parce que personne ne le croit. C'est lui qui a pris la décision finale. Puisque nous ne pouvons faire confiance à rien de ce qui vient des médias américains, quels qu'ils soient, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Axios, tous mentent pour des raisons commerciales. Et ils mentent pour protéger leurs actifs, pour protéger leurs emplois, pour protéger leur position dans l'économie. Le MIXIMAT, le complexe militaro-industriel congressionnel, renseignement, médias, universités, groupe de réflexion, tel que défini par notre ami Ray McGovern. On ne peut donc faire confiance à rien de ce qu'ils disent. Parfois, ils divulguent des choses qui peuvent être plus proches de la vérité. Il est possible que certaines personnes aient prévenu Trump de ce dans quoi il s'engageait avant la guerre. C'est possible. Certainement pas Tweedledee et Tweedledum, les immensément stupides Witkoff et Kushner. Certainement pas le secrétaire sioniste chrétien des guerres éternelles. Peut-être que d'autres personnes, non nommées précisément, l'ont averti. Ne fais pas ça. Mais maintenant, il est trop tard. C'est trop tard et il n'y a plus d'issue. Nous revenons donc sans cesse à cette hubris qui ne cesse de croître, sans rien pour l'arrêter. Comme nous le disions auparavant, même s'il proposait un cessez-le-feu et déclarait « je me retire », cela ne changerait rien, car les effets sont déjà en marche. Les effets négatifs pour l'économie mondiale dans son ensemble, les effets négatifs pour les intérêts américains dans toute l'Asie occidentale. The negative effects for
Israel. Les effets négatifs pour Israël deviennent évidents. Vous savez, c'est en train de... Eh bien, cela pourrait facilement être réduit à l'état de parking par l'Iran d'ici 2, 3 ou 4 mois si cela continue. Les effets sont déjà là. Et même les plus mineurs, comme les Chihuahuas qui jappent tous. Non, nous n'allons pas rejoindre votre force de frappe pour libérer Hormuz. Nous ne voulons pas nous faire tuer nous-mêmes. On peut le dire avec une touche comique, parce que c'est comique. Et évidemment, il devient encore plus furieux, parce qu'il dit « Non, regardez, je vous ai aidé, l'OTAN, en Ukraine. Maintenant, vous devez m'aider, moi les États-Unis, en Irak. » C'est une histoire complètement différente, totalement différente. Les États-Unis n'ont rien aidé en Ukraine. L'OTAN est contrôlée par les États-Unis. La guerre en Ukraine est une guerre de l'OTAN contre la Russie, une guerre par procuration, où l'OTAN est contrôlée par les États-Unis. C'est comme ça que ça fonctionne. N'importe quel élève de primaire le sait, vous savez. Vous savez, Primary school knows that, you know. Oh. Je pense que le point essentiel vient d'Allemagne, Pepe, car ils ont dit « Que pouvons-nous apporter d'autre à la table ?» Basically, he's saying, I am. En gros, il dit « Je suis un petit chihuahua ici en Europe. Je n'ai rien à vous offrir. » C'est humiliant pour une ancienne grande puissance commerciale qui voulait devenir l'une des 3 ou 4 superpuissances mondiales, désormais réduite au statut d'un simple chihuahua géniard. C'est pathétique. Ils l'ont bien mérité. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. It's pathetic. They deserve it. They also brought this on themselves. Pepe, je pense que ce que nous voyons dans l'administration Trump est une combinaison d'arrogance et de stupidité. Ce n'est pas seulement le fait que le même jour où Pete Hegseth parlait du leadership iranien qui se serait caché ou réfugié sous terre, nous avons vu le président iranien dans les rues. D'une manière ou d'une autre, il parle de ces gens comme s'ils se cachaient comme des rats. Ce genre de langage et le fait de se retrouver avec Donald Trump pour affirmer que ces gens sont malades à cause de leur génétique, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Tu vois, c'est le même type d'attitude que celle du gouvernement de Benjamin Netanyahou, qualifiant les Palestiniens d'Amalek. C'est la même chose. Yes. C'est un commentaire raciste. Mais en ce qui concerne cette stupidité, l'administration Trump semble penser que le gouvernement chinois les aiderait contre l'Iran. Pendant que la Chine observe, elle voit comment les États-Unis ternissent leur image, leur puissance, et vous savez, détruisent leur réputation dans le monde entier. Pourquoi vous aideraient-ils? Même vos partenaires, vos alliés en Europe, ne veulent pas vous aider. Comment pouvez-vous faire entrer la Chine dans l'équation et lui demander de faire cela? C'est incroyable. Le niveau de tout ça, vous savez, dépasse l'entendement. Que pensez-vous de l'administration Trump et de la manière dont elle essaie de manipuler les médias traditionnels? I'm more interested in the look. Je m'intéresse davantage à... Enfin, écoute, peut-être que je deviens trop vieux, Nima, pour ton public. Mais regarde, j'ai quoi? 42 ans d'expérience comme correspondant à l'étranger, partout sur la planète, dans tous les endroits qui comptent. Je pensais avoir tout vu, mais là, ça dépasse tout. Alors je ne prends même plus la peine de suivre les détails. Ma boîte mail est inondée chaque jour parce que je suis sur toutes les listes de diffusion imaginables, même celles de publications auxquelles j'ai cessé de m'abonner, comme le Washington Post ou The Economist. Je reçois encore des choses tout le temps. Donc le plus important et le plus difficile, c'est la réaction chinoise. Et ce n'est pas seulement la réaction chinoise. C'est ainsi que les Chinois jouent la partie, ce que j'ai d'ailleurs mis dans le titre de ma chronique. Comment l'Iran et la Chine ont pris l'avantage sur l'échiquier. Et c'est un spectacle fascinant à observer aujourd'hui. Revenons donc quelques années en arrière. La Chine mettait en place, sans jamais l'admettre ouvertement, car elle sait très bien comment cela serait interprété à Washington,
une refonte du système international, du système des relations internationales, à son avantage et à celui du Sud global. Elle a donc commencé à construire des organisations multilatérales. Ses principaux efforts se sont concentrés sur les BRICS et l'OCS, afin de rendre ces structures beaucoup plus influentes, n'est-ce pas? Elle a continué d'étendre l'initiative des nouvelles routes de la soie, la Belt and Road Initiative. Elle a dopé sa diplomatie. They turbocharged their diplomacy. Their diplomacy now is much more active. Leur diplomatie est aujourd'hui bien plus active et proactive qu'auparavant, alors qu'elle était essentiellement passive et réactive. Ce n'est plus le cas. Et bien sûr, ils travaillent en étroite collaboration, notamment avec la Russie, pour organiser un système alternatif de règlement des paiements, à l'intérieur et à l'extérieur des BRICS. Le CIPS, le système international de paiement chinois, est déjà utilisé par l'Iran pour payer ce qu'il achète à la Chine, et par la Chine pour payer l'Iran en yuan pour l'énergie qu'elle achète à l'Iran. Le CPIPS, si je ne me trompe pas, compte déjà plus de 150 pays, peut-être pas encore des membres directs, mais ils y arrivent. Ils vont commencer à utiliser le CIPS tôt ou tard. Ils n'ont donc même pas besoin des BRICS pour cela. So they don't even need BRICS for that. If BRICS, because of the internal contradictions of BRICS, Si les BRICS, en raison de leurs contradictions internes, ne parviennent pas, surtout cette année, alors que le gouvernement indien, que j'appellerais un gouvernement traître, accueille le sommet des BRICS à New Delhi, s'ils ne parviennent pas à un accord sur un système de paiement alternatif ou sur un mécanisme sur lequel ils s'entendent tous, alors la Chine avance déjà avec le CIPS. De plus en plus de pays du Sud global commenceront à régler leur commerce avec la Chine via le CIPS. La Chine construit ce système depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012. La nouvelle route de la soie, l'initiative Belt and Road, a été lancée en 2013, juste un an après que Xi a pris ses fonctions, et elle a ensuite pris de la vitesse très rapidement. Aujourd'hui, l'Iran, et c'est quelque chose dont nous n'aurons jamais de confirmation officielle, ni à Téhéran, ni à Pékin. Mais il est évident qu'ils en discutent au plus haut niveau. C'est évident. Cela fait partie de leur partenariat stratégique. L'Iran offre à la Chine, sur un plateau, le seul geste capable de renverser le pétrodollar. Cela ne vient pas de la Chine, ni des BRICS, ni d'un système de paiement alternatif. Cela vient d'un pays en guerre, attaqué par ce qu'on appelle la plus puissante armée de la planète, qui lutte pour sa survie. Et pourtant, en pleine guerre, ils ont trouvé le coup décisif. Celui que les gens lucides aux États-Unis savaient qu'il finirait par arriver. Je crois te l'avoir dit, et je l'ai répété dans de nombreux autres podcasts. C'est un sujet dont beaucoup d'entre nous discutaient déjà en 2017, 2018, 2019, il y a de nombreuses années, bien avant le Covid. Que se passerait-il si le détroit d'Ormuz était bloqué? What would happen if the Strait of Hormuz is blocked? And that comes back to those Goldman Sachs projections that Et cela nous ramène aux prévisions de Goldman Sachs, selon lesquelles le pétrole pourrait atteindre non pas 100 ni 150, ce qui pourrait se produire dans les prochains jours, ni 200, ce qui pourrait arriver dans les 2 semaines à venir, mais 700. Et ensuite viendrait l'effondrement total de l'économie mondiale. Nous sommes déjà engagés sur cette voie. Ainsi, l'Iran fait un seul mouvement, qui a certainement été discuté avec la Chine, car il ne faut pas oublier que lorsque l'Iran a pris cette décision, il avait déjà conclu un accord avec la Chine autorisant le libre passage de tout pétrolier livrant de l'énergie à la Chine. Et avec ce seul geste, tout le système de type Ponzi pourrait s'effondrer. C'est pourquoi, une fois encore, j'ai décidé d'écrire une première courte chronique, simplement pour donner au lecteur une idée à quel point tout cela change radicalement la donne. mind-bogglingly game-changing this whole thing is. And it takes one single move, and it doesn't take a nuclear bomb. Et il suffit d'un seul geste, et il ne s'agit pas d'une bombe nucléaire ni de missiles balistiques en pleine guerre, ce qui explique le désespoir absolu des Américains aujourd'hui.
Parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent même pas inverser, Nima. Ils ne peuvent pas envoyer une force de frappe à Hormuz. Ils seraient anéantis s'ils le faisaient. Tout le monde le sait. La rive sud du golfe Persique, la rive iranienne, est saturée de missiles anti-navires, d'une multitude de drones, de mines qui n'ont même pas encore été posées, de ces vedettes rapides capables de semer le chaos autour de n'importe quel pétrolier. Voilà, ils disposent d'innombrables moyens de bloquer toute nouvelle traversée du détroit d'Ormuz. C'est tout ce qu'il faut. Passage in the Strait of Hormuz. So that's what it takes. You choose your choke point, you strangle it, and that's it. Vous choisissez votre point d'étranglement, vous le serrez, et c'est tout. Vous tenez l'Empire comme ça, suspendu à un fil. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. C'est immensément impressionnant. Et bien sûr, on peut dire que c'est l'aboutissement de la manière dont la Chine a joué la partie, qu'elle a manipulé l'échiquier depuis le début. C'est pourquoi j'ai fait une analogie avec le Go, le Weiqi, le jeu de Go. Quand on contrôle le plateau, la partie se joue d'elle-même. La Chine contrôlait déjà l'échiquier. Ce dernier mouvement iranien, même s'il n'avait pas été prévu auparavant, était quelque chose auquel les Chinois avaient réfléchi stratégiquement. Si cela se produit, comment en tirer profit? Eh bien, on gagne l'échiquier et le plateau atteint ce point précis. The chessboard would arrive at this particular juncture. You can corner the empire, you can surround. Vous pouvez acculer l'Empire. Vous pouvez encercler votre ennemi en un seul mouvement. Et c'est pour cela que c'est, par analogie et métaphore, magnifique. Parce que c'est un mélange d'échecs que les Iraniens maîtrisent mieux que presque tout le monde, et de Go. C'est un mélange d'échecs et de Go. Absolument fascinant. Et maintenant, l'Empire ne tient plus qu'à un fil dans une désespérance totale. Et ceux qui avaient prévu cela, ils n'ont aucune voix au gouvernement. Vous pouvez interroger de nombreux analystes de Goldman Sachs. Ils savaient que cela allait arriver. Vous pouvez demander, par exemple, nous étions en contact avec Zoltan Pozsar lorsqu'il était analyste en chef chez Credit Suisse. Zoltan a écrit à ce sujet en détail, vous savez, mais pas trop tard. Pepe, je pense que si Donald Trump dirigeait l'Iran, il ferait payer chaque pays avant de les laisser passer par le détroit d'Ormuz. Yes, exactly. Oui, exactement. Et les Iraniens ne demandent pas d'argent. Non, ils disent « D'accord, venez nous voir, nous en discuterons. Si nous pensons que c'est acceptable, vous pouvez partir. Vous n'avez rien à nous payer. » C'est un péage invisible. Un péage où vous n'avez pas besoin d'insérer votre carte de crédit dans une machine pour obtenir un ticket et passer. Non, vous devez parler au propriétaire. L'autre mesure qui pourrait, vous savez, servir de facilitateur pour le pétro-yuan serait que l'Iran demande à tous ces pays de vendre leur pétrole et leur gaz en pétro-yuan, en yuan, puis d'utiliser le CIPS au lieu du SWIFT. C'est la prochaine étape. Oui, c'est la prochaine étape, Nima. Et c'est quelque chose que les Chinois peuvent, avec leur finesse habituelle, très sophistiquée, suggérer aux gens, en particulier aux pétromonarchies du CCG. Bien sûr, les Chinois en ont déjà parlé à l'Arabie saoudite. Ils leur ont dit que tôt ou tard, tout ce que nous leur achèterons sera en pétro-yuan. Les Saoudiens ne pouvaient pas le faire auparavant parce qu'évidemment, ils auraient littéralement été envahis par les Américains en moins de 24 heures. Et tout leur argent, qui se trouve à Londres et à New York, aurait été confisqué. Mais à partir de maintenant, tout est possible. Et c'est l'un des grands si à venir. Toutes ces bases américaines totalement détruites en Asie de l'Ouest, elles ne seront probablement pas reconstruites. Cela signifie donc qu'il n'y aura plus d'empire de base en Asie de l'Ouest. Le CCG aura besoin d'un nouveau parapluie de sécurité. Surtout parce que, s'ils ont un peu de bon sens et qu'ils regardent ce que le parapluie américain leur a apporté jusqu'à présent,
s'ils ont un peu de bon sens, ils tirent la leçon. Et qui va fournir ce parapluie à l'avenir? Il n'y a que 2 candidats, la Russie et la Chine. Voilà, encore une fois. Mais c'est encore trop éloigné de la situation actuelle. Nous en sommes à l'étape numéro 1, qui est le possible début de la fin du pétrodollar. Et cela déjà en soi est énorme. And that already in itself is enormous. I think the move in Ukraine is Je pense que la situation en Ukraine est, tu sais, encore en train de se perfectionner avec le conflit là-bas. Et en Asie occidentale, d'une certaine manière, tous ces États arabes se demandent à quoi bon avoir des bases américaines dans nos pays si elles ne nous apportent pas de sécurité? Alors, qui est capable de le faire? Et les généraux iraniens, ils disent que peu importe ce qui se passe avec cette guerre contre l'Iran, ils n'accepteront aucune base américaine dans ces pays. Je ne vois pas, Pepe, les États-Unis tirer le moindre avantage avec le temps. Quel serait l'intérêt de retourner en Arabie Saoudite? Quel en serait le gain? Quel en serait le bénéfice pour l'Arabie Saoudite? Que vont-ils faire pour l'Arabie Saoudite? Ce sont les questions que se posent actuellement les dirigeants de ces pays. Alors, qui va remplacer les États-Unis? who's going to replace the United States? Or maybe we have Assuming they have a plan, Nima, En supposant qu'ils aient un plan, Nima, la plupart n'en ont pas. N'oublie pas, ce sont des gangsters impitoyables, pour la plupart. Une seule famille dirigeant une nation entière. Des nations artificielles, pour la plupart. MBS, et c'est très difficile à confirmer, mais selon de nombreuses sources ayant accès à la maison des Saouds, il est toujours allié aux Américains. Cela signifie contre l'Iran. Il n'y a aucune preuve qu'il essaie même de jouer un rôle de médiateur. Donc, certains d'entre eux n'ont tout simplement pas de cervelle. Et il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit d'intelligent venant de MBZ et des Émirats, tu sais. Il était essentiellement assis sur une gigantesque machine à blanchir et une escroquerie monumentale, bien sûr, au profit des Américains. Il n'a pas de plan B. Et maintenant, son modèle économique pour Dubaï, en particulier, est mort. and now his business model for Dubai specifically is dead. And it may be in Abu Dhabi as well. If the Iranians Et cela decide, pourrait let's aussi se passer à Abu Dhabi. rid Abu Dhabi oil production. Si les Iraniens décident que c'en est fini, qu'ils veulent rayer la production pétrolière d'Abu Dhabi de la carte, c'est quelque chose qu'ils pourraient faire à tout moment. Nous ne devrions donc pas faire confiance à ces gens. Peut-être les Qataris, parce que les Qataris sont... Eh bien, j'ai eu quelques interactions avec eux, et certains d'entre eux, même s'ils sont complètement endoctrinés par les élites anglo-américaines, surtout les élites anglaises, et certains par les anciennes élites françaises, pourraient se dire « D'accord, c'est bon, faisons autre chose. Au moins, être de bons voisins avec l'Iran. » Et ils vont investir leur argent. Le Qatar le fait déjà. Ils investissent la majeure partie de leurs fonds en Europe. Qatar is already doing that. They're investing most of their funds in Europe. So it's different. Bahrain is dead. Donc c'est différent. Bahreïn est mort. Bahreïn ne compte plus pour rien. Bahreïn s'effondre sous nos yeux, n'est-ce pas? Il va donc y avoir une réorganisation majeure du CCG. Nous ne savons toujours pas où, mais évidemment, quiconque réfléchit 2 secondes à ce qui s'est passé comprendra que le parapluie de protection américain est mort et qu'il ne reviendra probablement pas. Et cela, encore une fois, pour revenir à notre thème principal, c'était l'autre face du pétrodollar. L'autre face du pétrodollar, c'était « Nous, l'armée la plus puissante de l'histoire des galaxies de Star Wars, vous protégerons. » En gros, le CCG achetait la protection des Américains. Regardez ce qui se passe maintenant. Look what is happening now. Pepe, voici ce qu'a déclaré la secrétaire américaine à l'énergie au sujet du détroit d'Ormuz. Oh my God, this Oh mon Dieu, ce type est un vrai connard. Oh mon Dieu. S'il te plaît, lance-le. S'il te plaît. Désolé. sorry. Il y a un grand débat pour savoir si vous étiez prêt à faire face à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Si vous étiez prêt, alors pourquoi le détroit d'Ormuz est-il pratiquement fermé en ce moment?
closed right now. Parce que c'est juste à proximité du littoral iranien. Le monde dispose d'abondantes réserves de pétrole et d'énergie. Nous savions qu'il y aurait une perturbation à court terme des flux énergétiques. Et entendre Chuck Schumer dire que nous ne le savions pas montre simplement à quel point c'est insensé. Tenir des propos qui cherchent à saper les États-Unis en pleine période de conflit mondial me dépasse complètement. Mais cette mission a été soigneusement planifiée. Elle a été exécutée de manière exemplaire. De l'autre côté, nous serons dans une bien meilleure situation. Le principal moteur du terrorisme dans le monde, la plus grande menace pour les approvisionnements énergétiques mondiaux, sera neutralisée. Oui, il y aura des perturbations pour y parvenir, mais nous serons dans une situation bien meilleure dans un avenir pas trop lointain. Monsieur le secrétaire, parlons de la Russie. Le département du Trésor lève temporairement les sanctions sur... Ouais, pas de commentaire, Nima. C'est un imbécile. Ça ne sert à rien. Tu sais, il expose sa stupidité tout seul. Donc on n'a pas besoin de commenter là-dessus. Oui, mais la question la plus importante, Pepe, concernerait la Russie. En quoi le conflit en Ukraine diffère-t-il du conflit avec l'Iran? Ces deux guerres qui se déroulent en même temps, leur combinaison, modifie d'une certaine manière la stratégie russe. Comment vois-tu la Russie et la manière dont elle perçoit le conflit en Asie occidentale? Attendons. Il est trop tôt pour se prononcer. Si je retourne en Russie le mois prochain, et j'espère que ce sera le cas, je pourrais poser la question en personne à beaucoup de gens qui comptent. Mais je ne peux pas imaginer, d'après les échos que je reçois, qu'il n'y ait pas beaucoup de malaise dans les cercles décisionnels de Moscou à propos de toute cette affaire. Bien sûr, en même temps, ils savent qu'il s'agit de la même guerre. D'ailleurs, ce ne sont pas deux guerres différentes. C'est la même guerre. La même guerre contre la Russie et contre l'Iran. Ce n'est pas un hasard. Selon leur propre stratégie de sécurité nationale, ce sont deux des menaces existentielles pour l'Empire, même s'ils ont essayé d'adoucir un peu cela dans la dernière version. Deux membres majeurs des BRICS, étroitement liés, et deux principaux défenseurs d'un nouveau système de relations internationales. C'est donc une guerre contre deux grandes puissances des BRICS, trois en réalité, car elle vise aussi la Chine. C'est donc, de facto, une guerre chaude contre les BRICS. Nous pensions qu'il faudrait longtemps avant que cette phase de guerre hybride ne devienne ouverte, mais cela s'est produit en un éclair. Les personnes au pouvoir à Moscou le savent très bien. Un débat très sérieux a lieu sur la manière de gérer la situation en Ukraine. De nombreuses personnes bien placées, y compris au sein des services de renseignement, disent « ça suffit ». Allons directement à la tête du serpent. Cela a trop duré. Finissons cette guerre maintenant. Mais ce n'est pas la stratégie du président Poutine. Donc, au minimum, on peut s'attendre à un débat sérieux au plus haut niveau, au niveau du Conseil de sécurité en Russie. Allons-nous changer de stratégie maintenant? Allons-nous continuer à faire ce que nous faisons, mais de manière plus énergique? Allons-nous lancer une super offensive et en finir avant la fin de l'année? Ou bien, comme le disent certaines personnes mieux informées, patriotes, sérieuses, mais déjà exaspérées. Non, ça suffit, terminons-en maintenant. Donc vous voyez, le débat est lancé. J'espère pouvoir obtenir plus d'informations de l'intérieur le mois prochain. Cela veut-il dire qu'ils estiment que les négociations avec Steve Witkoff et George Kushner n'aboutissent à rien? Personne ne croit à ces négociations, Nima, surtout en ce moment. Les deux mêmes, Tweedledee et Tweedledum, négociaient avec les Iraniens, et on a vu ce qui s'est passé. Les deux mêmes.
Jared Kushner ne saurait même pas négocier l'achat d'un hot dog sur la 5e avenue à New York, et maintenant, il se prend pour un fichu diplomate. Witkoff est un peu plus préparé, mais quand même, soyons sérieux, c'est un débutant. Il ne comprend pas comment fonctionne la diplomatie. Et il a affaire au meilleur corps diplomatique de la planète, les Russes, sans parler du dirigeant le mieux préparé au monde, Vladimir Poutine. C'est pathétique. Alors évidemment, comme les Russes sont si polis, si respectueux des normes et des processus diplomatiques, ils jouent le jeu. Mais maintenant, c'est différent. S'ils veulent vraiment trouver une solution à leur problème, le problème ukrainien, disons-le ainsi, ils vont devoir changer de stratégie. Sinon, cette guerre pourrait durer non seulement encore 1 an, mais 2, 3, voire 4 ans. Il est évident que la position européenne ne changera pas, même s'ils n'ont pas l'argent pour financer la guerre. Même si Trump, néo-Caligula, néo-Crassus, peu importe, décidait de les abandonner, ce qu'il ne fera pas, les États-Unis continueraient à diriger depuis l'arrière. Mais l'OTAN, c'est la même chose. Les armées de l'OTAN sont une plaisanterie comparée à une armée aguerrie comme celle que les Russes ont aujourd'hui. Et pourtant, ils persistent à dire que la guerre va continuer et qu'ils vont se réarmer, car il y aura une guerre contre la Russie d'ici 2030, selon les documents internes de l'OTAN. La folie n'a pas disparu à cause de la guerre contre l'Iran. The madness did not disappear because of the war on Iran. Je pense qu'avant de conclure, Pepe, l'autre aspect du conflit ou de la guerre serait la possibilité que les Houthis ou les Yéménites décident de fermer le Bab el-Mandeb, la mer Rouge. Cela aurait une influence énorme, vraiment énorme. Penses-tu que cela pourrait arriver bientôt? Oui, tout à fait possible. Nos contacts à Sanaa disent qu'il y a quelques échos. Ils ne le disent pas explicitement, seulement que c'est sur la table. Ils pourraient décider d'entrer en guerre aux côtés de l'Iran. Et bien sûr, la première chose qu'ils feraient serait de fermer le Bab el-Mandeb et, par extension, la mer Rouge. Voilà, ils en sont capables. Si cela se produit en termes d'économie mondiale, c'est énorme. On parle de chaos, méga chaos, et ils peuvent le faire. Et bien sûr, s'ils sont attaqués par Israël, alors tout est possible. Ils iront jusqu'au bout. Notre ami Larry, c'est incroyable. Frère Pep. Our friend Larry, this is amazing. Brother Pepe. Hey mec, You've been doing Hey, ¿qué tal, Tenir bon. aguantando. tenir bon. Aguanta. Je tiens bon. Merveilleux. J'adore ton accent porteño de pacotille. C'est merveilleux. C'est de l'espagnol avec un accent italien. Spanish with an D'accord. Italian accent, okay? It's beautiful. So, C'est magnifique. Avant de partir, Larry, puis-je te poser une question? Bien sûr. Peut-être pour lancer ta prochaine heure, donne-moi, comment dire, ton interprétation façon Cheech et Chong de l'armada de Trump partant libérer le détroit d'Ormuz. Trump armada going to liberate the Strait of Hormuz. well, he's still looking for it, you know. Come on, everybody. Eh bien, il la cherche encore. Vous savez, allez tout le monde, attrapons-le, faisons-le inculper. Il se retourne, personne n'est là. Il n'y a personne. Je regarde. Si des gens ne mouraient pas et s'il n'y avait pas autant de destruction, ce serait hilarant. Ce serait comme un sketch des Monty Python sous cocaïne, complètement déjanté et fou. Et ils continuent de passer d'un récit à l'autre, en mentant tout du long. Par exemple, ils ont affirmé que les 2 KC-135 s'étaient percutés et qu'un avion s'était écrasé. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a été abattu. Je veux dire, j'ai eu la confirmation. Il a été abattu. Ils sont désormais pratiquement à court de missiles THAAD et de Patriot 3, les PAC-3. Now, THAAD missiles and Patriot 3, the PAC-3s, they're out, depleted. Ils sont à bout de force, épuisés, et personne ne semble le comprendre. Je veux dire, c'est mensonge après mensonge qu'on nous sert dans ce récit, et ils attendent encore que l'Iran se rende. On les tient exactement où on veut. Et l'Iran répond, « Très bien, c'est vous qui avez commencé, nous allons terminer. » En réalité,
Je crois que la CIA a essayé d'informer Trump du danger que représenterait la fermeture du détroit d'Ormuz. La bonne nouvelle, c'est que la CIA faisait son travail. Mais, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, le président décide « Je sais mieux que tout le monde » et ignore les renseignements, moment où la communauté du renseignement commence à faire des fuites en disant « On l'avait prévenu, il a juste ignoré l'avertissement ». Donc franchement, je ne vois pas comment Trump peut s'en sortir. Eh bien, la CIA couvre ses arrières maintenant. C'est ce qu'ils font, non? Ouais, ils lui ont évidemment dit. Et les gens avec un QI supérieur à 10 au Pentagone le savent aussi, parce qu'ils ont déjà simulé ce scénario. Oui. Vous voyez, quand ça fuit, le Wall Street Journal a publié un article assez détaillé sur la façon dont Trump avait été averti à propos de ceci et de cela. Donc chaque fois que vous voyez ça, c'est que, eh bien, la façon dont le jeu se joue à Washington, c'est que si la politique se passe bien et que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de fuite, ou seulement des fuites qui présentent l'administration sous son meilleur jour. Mais quand les choses tournent mal, alors tout le monde, c'est chacun pour soi, hommes et femmes confondus. Et donc, il commence à faire fuiter et à diffuser des informations sur ce qui se passe réellement. Et Trump peut essayer autant qu'il veut de dissimuler tout ça, mais il n'y arrivera pas. Ouais, merci beaucoup, Larry. D'accord, mon frère. Merci, Pep. Merci, Nima. Merci, Larry. Merci à notre public. Et maintenant, Larry va me donner un coup de pied. Santé. Au revoir. Très bien, mon ami. Au revoir. À bientôt, Pep. Comment ça va, Larry? Larry. Tu appelles ça un short? Allez, voyons. Je devrais te faire te lever tout de suite et aller changer de chemise. Tu es là à te dire « Oh mon Dieu, Johnson agit comme mon père, et un père sévère en plus. » Non, non, non. Bon, je reviendrai vendredi. Ça a l'air très bien. Je suis sûr que tu portes tes vêtements d'universitaire. Oui, parce que les cours viennent juste de commencer. Et je dois aller à... Larry, laisse-moi commencer. Puisque tu as mentionné le cas de la CIA, il semble que la CIA prépare quelque chose contre Tucker Carlson et qu'ils veulent s'en prendre à lui. Voici ce que Tucker Carlson a dit. J'aimerais comprendre ton point de vue là-dessus. Il prépare une sorte de signalement criminel contre moi, un rapport d'infraction destiné au ministère de la Justice sur la base d'un prétendu crime que j'aurais commis. Quel est ce crime? Eh bien, avoir parlé à des gens en Iran avant la guerre. Ils ont lu mes messages. Donc le crime envisagé relèverait apparemment de la loi sur les agents étrangers ou quelque chose de ce genre. Agir en tant qu'agent d'une puissance étrangère. Je ne m'attends pas à ce que cela mène quelque part. Je ne suis pas trop inquiet à propos d'une véritable affaire criminelle contre moi, pour plusieurs raisons. D'abord, je ne suis pas un agent d'une puissance étrangère. Contrairement à beaucoup de personnes qui commentent la politique américaine et les affaires mondiales, je n'ai qu'une seule loyauté, et elle va aux États-Unis. Larry, que penses-tu de ce que dit Tucker Carlson? Cela pourrait être une affaire sérieuse, et il est sorti pour en parler. Oui, ce n'est pas une affaire sérieuse. Il n'y a aucun fondement juridique à cela. Vous êtes tenu de vous enregistrer comme agent étranger uniquement si vous agissez au nom d'un gouvernement étranger. S'il vous paie et vous dirige en vous disant « dis ceci, fais cela ». Vous savez, Tucker et moi ne sommes en aucun cas de grands amis, ni même de proches connaissances. Nous avons échangé quelques messages au fil des ans, et il m'a appelé plusieurs fois pour me demander des interviews sur certains sujets. Je veux dire, on peut remonter, bon sang, à 23 ans en arrière. Non, je retire. 25 ans en arrière, j'étais sur Crossfire avec lui. Il avait alors environ 30 ans. Mais vraiment,
Le fait qu'il ait entendu cela de la part d'amis dans l'agence ou quelque part dans l'administration Trump est simplement un signe de désespoir. Et vous savez, je peux comprendre que Radcliffe fasse cela, parce que Radcliffe n'est qu'un instrument d'Israël. Et vous savez, on ne peut pas exclure la possibilité qu'il s'en prenne à des gens comme moi, Ray McGovern, Doug McGregor et Denny Davis. Ils essaieront d'intimider. Ils ne feraient pas cela s'ils étaient en train de gagner. Si la guerre se passait bien et qu'ils triomphaient, comme ils le prétendent, ils ne feraient pas cela. C'est donc simplement un autre acte d'un gouvernement désespéré. Mais heureusement, Tucker a beaucoup d'argent, il peut engager les avocats dont il a besoin, et ce sera un désastre de relations publiques pour l'administration Trump. Larry, parlons d'abord des autres rumeurs. L'autre concerne Netanyahou et l'affirmation selon laquelle 2 récentes vidéos de lui auraient toutes 2 été créées par l'IA. D'accord. Et que pouvez-vous dire de la situation avec Netanyahou et son affaire? Parce qu'il ne participe pas vraiment à tout cela, vous savez, à ce. Il participe généralement aux séances d'information sur la sécurité, mais il n'a pas pris part à l'une d'entre elles. Donc nous n'avons pas vu, enfin, je ne sais pas s'ils en ont eu une autre qui a été télévisée. Vous savez, je considère ça simplement comme une distraction, car cela n'affecte pas la conduite de la guerre contre l'Iran. Donc je ne sais pas qui diffuse cela. C'est l'un de ces objets brillants qu'un magicien utilise pour détourner l'attention. Et je pense que cela en fait peut-être partie. Simplement pour détourner l'attention du fait que la guerre ne se passe pas bien pour Israël et les États-Unis, malgré leurs affirmations selon lesquelles ils anéantissent la marine iranienne. Juste une remarque à ce sujet. J'ai entendu Caroline Levine dire « Oui, nous avons détruit une centaine de navires. » Alors je suis revenu en arrière et j'ai dit « Hein? Combien? » Vous savez, le CIA Fact Book que je viens d'apprendre qu'ils ont cessé de publier à partir de 2026, le dernier datant de 2025, indiquait que la taille totale de la marine iranienne, c'est-à-dire les navires qui flottent réellement à la surface, sans compter les sous-marins et autres, était d'environ 80. Donc ils ont détruit 20 navires de plus que l'Iran n'en possède dans sa marine. Ce qui est encore une fois juste du battage médiatique, le discours habituel qui accompagne ce genre d'événements. Donald Trump affirme que la plupart des bateaux kamikazes ont été détruits par les États-Unis. Voici ce qu'il a déclaré. L'Iran a publié des photos montrant les bateaux kamikazes. Les bateaux kamikazes n'existent pas. C'est faux. Et on peut presque le voir en les regardant. Parce que s'ils existaient, nous les aurions frappés comme nous avons frappé d'autres bateaux un peu partout. Mais ils n'existent pas. En fait, certaines personnes disent « Où sont les bateaux? Pourquoi personne n'a vu les bateaux ?» Vous savez pourquoi? Parce que c'est généré par l'IA. Et voici la vidéo que nous avons reçue d'Iran à propos de ces bateaux. And here is the video we've got from Iran about the boats. C'est la première fois qu'ils montent ce tunnel. Oui, je crois qu'on appelle ça des bogamers. Yeah, this is for the first time they're showing these tunnels with. Yeah. I think those are called bog hammers. And, how come Pourquoi Donald Trump pense-t-il que tout tourne autour de l'IA quand il s'agit du peuple iranien qui descend dans la rue? C'est l'IA. It's AI.
Well, if it's hey, look, if it's AI, then great. Send our ships in there. They don't have Et écoute, si c'est de l'IA, alors parfait. Envoyons nos navires là-bas. Ils n'ont rien à craindre. L'Iran a été complètement détruit, non? Alors, qu'est-ce que tu attends? L'Iran est totalement détruit. Ils ont perdu. Ils ont plus de bateaux, plus de submersibles, plus de torpilles. Ouvre le détroit d'Ormuz. Je veux dire, si c'était vraiment le cas, cela ne ferait que souligner qu'il ment, parce que le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert au trafic maritime normal. Et l'Iran a toujours la capacité de le bloquer. Et tu sais, ils n'ont pas déployé tous ces petits bateaux d'attaque juste pour être filmés et vus sur l'eau. Ils les ont gardés dans des zones sécurisées et ils sortiront quand ce sera nécessaire, si c'est nécessaire. En ce moment, je pense que l'Iran s'en sort plutôt bien pour bloquer le trafic maritime en provenance du Golfe Persique. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de mettre Trump au pied du mur. L'IA, très bien. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez rien à craindre, non? Je veux dire, s'il dit que ça n'existe pas, alors qu'est-ce que vous attendez, bon sang? Et ensuite, il dit, pourquoi vous demandez tout ça? La Chine, l'Angleterre, la France, allez, tout le monde ensemble, on va faire une flottille, on va ouvrir ce détroit. Eh bien, je croyais que vous aviez dit que tout avait été détruit. Enfin, vous savez, je n'arrive plus à suivre. Il va falloir que je me procure une de ces Minerves. Vous savez, celle qu'on met après un accident de voiture quand on a un coup du lapin. Il faut que j'en prenne une, parce que je n'arrive plus à suivre ces allers-retours. Allers-retours. J'ai mal au cou. Larry, l'administration Trump, tu sais, l'autre jour, il parlait de la génétique des Iraniens, disant qu'ils ne sont pas comme nous, qu'ils sont différents. Tu veux dire qu'ils sont humains, intelligents, honorables, des êtres décents, contrairement aux déchets qui entourent Trump? Désolé. Parce qu'ils voient, il me semble qu'il ressent la même chose que Netanyahou à propos des Palestiniens. Il considère tous ces gens comme Amalek. Il ne les voit pas comme des êtres humains. Quelle est la base d'un tel état d'esprit? Parce que ces personnes sont bien plus que cela. Vous savez, si vous décidez, sur la base de ce genre d'idéologie, qu'il faut se battre, qu'il faut faire la guerre, qu'il faut détruire ces pays parce qu'ils n'obéiront pas, eh bien, parce que Donald Trump, disons-le ainsi, ce que les médias iraniens et la plupart des responsables iraniens ressentent actuellement à propos des États-Unis et de leur stratégie envers l'Iran, par exemple, c'est qu'ils disent que les États-Unis veulent que nous soyons des esclaves ou que nous soyons détruits. Eh bien, voyez-vous, chaque fois que les États-Unis partent en guerre, la première chose qu'ils doivent faire, c'est déshumaniser l'ennemi. Parce que si vous les considérez comme des êtres humains comme vous, il devient évidemment difficile de les tuer. Tant que vous pouvez convaincre les gens qu'ils sont des cafards, comme pendant la Première Guerre mondiale, le Boche, la Seconde Guerre mondiale, le Jap, les faces jaunes, les singes jaunes, ce n'est pas exactement ce qu'on appellerait les humaniser. Les Boches pour les Allemands. Et on peut même revoir les dessins animés diffusés dans les années 1940 par Warner Brothers avec Bugs Bunny. Ils représentaient les Japonais avec de grandes dents en avant et les yeux bridés, les faisant ressembler à des singes, les déshumaniser et ensuite il devient plus facile de les tuer. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que si on les montre tels qu'ils sont vraiment, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le département d'État est furieux contre CNN d'être allé en Iran et d'avoir montré les Iraniens tels qu'ils sont. Ah, tu veux dire qu'ils ne passent pas leur temps à frapper des femmes parce qu'elles ne portent pas le hijab? Tu veux dire qu'ils ont en fait des enfants qui rient, sourient et jouent ensemble? On ne peut pas permettre ça. Cela les rendrait humains. Malheureusement,
C'est ainsi que les États-Unis fonctionnent depuis bien trop longtemps. That's been the U.S. Method of operation for so long. Larry, Donald Trump was trying to force Larry, Donald Trump essayait de forcer au moins une manœuvre politique avec les pays européens ou de l'OTAN. Il a également tenté d'impliquer la Chine dans le conflit, en disant « Venez ici et aidez-nous à ouvrir le détroit d'Ormuz ». Et le gouvernement allemand a demandé « Que pouvons-nous apporter d'autre à la table ? Que pouvons-nous apporter d'autre à la guerre ?» Parce qu'il ne semble pas qu'il soit très capable de modifier la situation sur le champ de bataille. Alors, Donald Trump cherchait-il une manœuvre politique, une manœuvre militaire ou une combinaison des deux? Quelle est votre compréhension de ce qu'il demandait? Tu veux dire Trump? Donald Trump. Help me. Help me get out of this Aide-moi. mess. Aide-moi à sortir de ce pétrin. We should put like a musical Tu sais, j'aimerais qu'on puisse mettre une bande musicale sous les différentes choses que Donald Trump dit. different things that Donald Trump says. Like Par this exemple, one, pour use celle-ci, the Beach Boys, j'utiliserais help les me, Beach Rhonda. Boys. Help me get Quelque her out chose of my comme heart. « Aide-moi, la Chine. Aide-moi, la Chine. » Tu vois? « Aide-moi, la Chine. Fais-moi traverser le détroit d'Ormuz. » Help me, China, Ce seraient les please, paroles, get d'accord? That would be Les Chinois sont là à se demander « Qu'est-ce qu'il a, ce type ?» Parce que si tu as vaincu l'Iran, détruit à 100%, non, à 120%, vaincu, alors pourquoi as-tu besoin de nous? defeated Iran by 100% destroyed. 100%. No. 120% destroyed. Defeated. So why do you need us? I mean, you've defeated them, so why do you need Je veux dire, us? vous les avez vaincus, Should be a piece of alors cake. pourquoi avez-vous besoin de nous Go ahead, tous? send your troops in there, Ça send devrait your être un jeu d'enfants. Allez-y, envoyez vos troupes là-bas, envoyez vos navires, allez-y. Et ils ne le font pas parce que les commandants militaires savent très bien que ce serait une mission suicide. Non, nous faisons marche arrière. Vous savez, Donald Trump pense encore qu'il tourne l'émission de télévision The Apprentice. Tout est mis en scène, comme lorsqu'il a attaqué l'île de Karg. Oh, il a dévasté l'île de Karg. Il a laissé toutes les installations pétrolières, le terminal pétrolier, intactes. Le lendemain, apparemment, l'Iran exportait encore du pétrole depuis l'île de Karg. Apparemment, il a bombardé une piste d'atterrissage et peut-être quelques... je ne sais pas si c'était des radars ou autre chose. Mais quoi qu'il ait fait, cela n'a rien changé à la situation stratégique ou tactique. Et puis, on prend du recul et on se rend compte qu'il y a une raison pour laquelle les États-Unis ont même imposé des restrictions à Israël. Ne pas attaquer les terminaux pétroliers en Iran. Parce que si nous faisions cela, l'Iran détruirait tous les terminaux pétroliers en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, à Dubaï, tous ceux qui possèdent des terminaux et exportent du pétrole. Ceux de l'Irak disparaîtraient aussi. Ce ne serait donc pas seulement 20% des besoins quotidiens mondiaux en pétrole qui ne seraient plus expédiés depuis le Golfe. Nous perdrions 20% de la capacité mondiale, tout simplement. Elle serait rayée des comptes. Et alors, on se retrouverait avec des années de pénurie, ce qui aurait un impact direct sur la croissance économique. C'est pour cela que l'administration Trump, malgré toute cette folie, ne leur a pas donné le feu vert pour cela. Ce que je trouve fascinant, c'est, encore une fois, ce que j'appellerais la conviction religieuse de l'Iran en matière de représailles. Lorsqu'ils ont juré « Vous touchez à notre pétrole, nous toucherons au vôtre. Vous attaquez nos ports, nous attaquerons les vôtres. » Cependant, il y a un domaine dans lequel ils ne l'ont pas fait. Et l'un de mes lecteurs me l'a fait remarquer et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez que c'est vrai. C'est lorsque l'usine de dessalement a été frappée en Iran. Il faut reconnaître que cela affecte environ 8% de la capacité de l'Iran à produire de l'eau douce. L'Iran n'a pas riposté de la même manière contre les pays du Golfe, car cela aurait signifié que nombre de ces pays auraient subi un effondrement complet de leur système d'approvisionnement en eau douce.
Cela aurait vraiment pu causer la mort de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Et ce lecteur m'a rappelé l'héritage de l'imam Hussein lorsqu'il s'est battu contre l'armée sunnite, une force d'environ 3000 hommes, alors qu'il n'avait que 70 partisans. Ils ont été privés d'eau pendant 3 jours et sont morts dans cette guerre. C'est là, si l'on veut, le fondement de la vision chiite du monde. Et ils ne vont pas faire cela à d'autres Arabes. Ils ne vont pas faire cela à d'autres musulmans. Ils ne vont pas le faire. Ils reconnaissent qu'ils ne feront pas aux autres ce qu'on leur a fait. Et je me suis dit que c'était assez profond. Penses-tu que c'est une interprétation juste? C'est vrai. C'est vrai. C'est énorme. C'est le fondement de la foi chiite, Larry. Et ce n'est pas seulement quelque chose dont ils parlent chaque année. C'est très important pour les musulmans chiites. Oui. Eh bien, nous avons vu que les États-Unis déploient énormément d'efforts pour diaboliser les musulmans chiites. Mais quand on revient sur l'histoire de l'Iran depuis la révolution islamique, l'islam chiite n'a pas encouragé les kamikazes. Bien au contraire. C'était pendant la période dont nous avons parlé vendredi, pendant la guerre Iran-Irak, lorsque l'Irak a attaqué l'Iran et que les États-Unis ont commencé à fournir à l'Irak des armes chimiques utilisées pour la première fois en août 1983 et employées à une vingtaine de reprises jusqu'en août 1988. Pendant toute cette période, l'Iran n'a pas répondu de la même manière. Il n'a pas dit très bien, nous allons produire des armes chimiques et les utiliser contre l'Irak. Ils ne l'ont pas fait. Et je crois que ce n'était pas parce qu'il manquait de compétences scientifiques pour les développer. C'était en raison du fondement moral de la République islamique. Ce n'est pas une conviction fabriquée. Elle est authentique et les principes religieux qui la soutiennent sont très solides. Et c'est quelque chose que les États-Unis ne comprennent pas. Nous partons du principe qu'ils sont aussi dépourvus de principes moraux que nous le sommes. Larry, tu as mentionné le cas des systèmes de défense aérienne d'Israël, le dôme de fer et le système Patriot. Nous avons reçu certains rapports indiquant que leur défense aérienne rencontre des difficultés parce qu'il manque d'intercepteurs. Non, 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 tu te trompes. Ils ne sont pas en train de manquer, ils ont déjà tout épuisé, c'est fini. Le Times of Israel l'a dit. Le Times of Israel a déclaré qu'il ne manquait pas d'intercepteurs. Oh, eh bien, ils ont dit qu'ils n'étaient pas à court. C'est un mensonge. Écoutez, c'est des mathématiques de base. Et, vous savez, vous êtes professeur d'ingénierie, vous pouvez aider le public ici. Donc, au maximum, 4620 Patriots ont été produits depuis 2015. 4,620 Patriots were produced since 2015. It may actually have been less. C'était peut-être en réalité moins, car lorsque j'ai fait ce calcul, ils ont dit que pendant les 6 premières années, entre 100 et 300 étaient produits. Eh bien, j'ai choisi 300. Si j'avais choisi 100, cela ferait 600 au lieu de 1800. Un écart de 1200. Mais, à la fin de cela, au 31 décembre 2025, But at the end of that, as of the end of 2025, December 31st, 2025, there were a grand total of it at most. Il y en a eu un total d'environ 4620 produits. Alors faisons le calcul. Le calcul est essentiellement le suivant. Il y a un bataillon de missiles, et chaque bataillon de missiles compte entre 4 et 6 batteries. On peut faire le calcul, batterie multipliée par 4 ou batterie multipliée par 6. Ensuite, chaque batterie peut avoir 72 ou 96 missiles PAC-3.
Donc encore une fois, cela donne, à une extrémité, on peut multiplier un bataillon avec 4 batteries, puis 4 fois 72. Cela donne environ 300 missiles PAC au minimum par bataillon. 300 PAC missiles at the lowest end per battalion. And then at the upper end do not. Et ensuite, à l'extrémité supérieure, fait 6 fois 96. D'accord, cela fixe les limites supérieures et inférieures. Quand tu réalises qu'à chaque fois que tu tires un missile patriote ou qu'un missile ennemi arrive et que tu dois l'intercepter, tu dois en tirer au moins 2. Maintenant, j'ignore le fait que nous avons vu plusieurs vidéos où ils en ont tiré 4, 5, voire 6 sur un seul missile. Mais restons sur 2. Cela signifie que dans des conditions idéales, avec 4620, il ne pourrait produire que 2300 missiles. With 4,620, they could only produce 3,300 or 2,310. They could defend against that many missiles. Ils pouvaient se défendre contre autant de missiles, missiles de croisière, missiles balistiques. Eh bien, l'Iran, pendant les 15 premiers jours de cette guerre, tirait en moyenne environ 50 missiles par jour. Mais disons qu'il s'agissait de 40 missiles par jour. Cela fait déjà 600 missiles. Donc si un missile patriote n'avait jamais été tiré en situation de combat, on aurait un stock total de 2310. Or, nous savons qu'au moins 1000 ont été lancés en Ukraine. Alors partons d'une capacité de 2310 et retirons encore 500. Où en est-on? Environ 1800. Ukraine. So that let's go from 2,000, the capability to defeat 2,300, subtract another 500 out of that. What are we down to? That's about 1,800. And so we've just described that. Et donc nous venons d'expliquer qu'ils en auraient utilisé 1000 en une seule vague. Ils sont donc épuisés, ou presque. La situation à ce sujet est encore pire. Ils ont commencé la production en 2007 et au 1er janvier 2025, ils en avaient 900 au total. Et encore une fois, avec cela, on en tire 2 contre chaque missile. Donc ils sont soit... And as of 2025, so January 1st, they had 900 total. And once again, with those, you fire 2 against each missile. So they're either depleted already, déjà épuisés, ou presque. Mais ils n'ont certainement plus, ni les Israéliens, ni les États-Unis, les missiles défensifs en place, capables d'abattre les missiles balistiques et de croisière iraniens. C'est un fait. Beaucoup de personnes en Israël, et les médias israéliens l'ont rapporté, disent qu'elles ne reçoivent pas les signaux d'alerte avant une attaque. Il semble qu'il y ait une sorte de défaillance interne dans la transmission de l'information, avertissant, par exemple, de l'arrivée d'un missile. Mais est-ce lié au radar? Oui, non, c'est évident. Quand l'Iran a détruit les radars américains à travers l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn et la Jordanie, certains situés sur la base aérienne d'Al-Mawafik al-Salti en Jordanie, cela a anéanti la capacité d'alerte précoce. Donc oui, c'est pour ça qu'Israël est effectivement aveuglé maintenant. L'autre chose, c'est qu'en l'absence réelle de défense aérienne, l'Iran peut se contenter de frapper n'importe quelle cible qu'il veut en Israël. Ils n'ont plus à se soucier des systèmes de défense aérienne. Et plus cette guerre dure, plus les systèmes dits secondaires des Israéliens, eux aussi, seront épuisés. Le concept de défense aérienne sur lequel l'Occident s'est appuyé reposait sur l'hypothèse qu'un pays ne lancerait qu'un ou 2 missiles. Ils ne s'attendaient pas, vous savez, à 40, 50, 100. Au début, les 28 février, 1er, 2 et 3 mars, l'Iran tirait beaucoup plus de missiles, mais c'était des modèles plus anciens, et il le faisait dans le but explicite d'épuiser le stock américain, car les États-Unis n'ont pas une réserve illimitée. Ils ne peuvent pas produire des missiles Patriot et THAAD en grande quantité du jour au lendemain. Le système n'était pas automatisé.
Il était essentiellement conçu pour être fabriqué à la main afin que Lockheed Martin puisse tirer plus de profit du contrat, pour être franc. Et certaines personnes prétendent que je ne sais pas de quoi je parle. Eh bien, elles ont le droit d'être stupides. Mais tout ce qu'il faut faire, ce n'est pas un grand secret. Le département de la Défense, en collaboration avec le Congrès, propose un budget et ce budget est financé. Ensuite, il y a des lignes budgétaires pour les missiles THAAD et pour les PAC-3. Donc on connaît le coût de base et on peut calculer combien de missiles sont produits. Il n'y a pas de grand secret ici. Ce n'est pas une information hautement classifiée. Maintenant, ils préfèrent rester discrets sur la taille réelle de leur stock. Mais on ne peut pas déployer et utiliser ces missiles, comme cela a été fait en Ukraine et en Israël, puis affirmer « Oui, nous avons des réserves suffisantes ». Non, ce n'est pas le cas. Ils retirent des missiles du commandement Indo-PACOM, autrefois appelé commandement du Pacifique, ce qui signifie qu'ils puisent dans les ressources destinées à faire face à la menace chinoise. Larry, on a demandé à Donald Trump s'il était prêt à déclarer la victoire. Il a répondu qu'il n'était pas prêt à le faire. Alors, quel est le calendrier du côté américain? Quelles sont vos attentes? Les 3 prochaines semaines vont-elles marquer le point culminant de la guerre? Parce qu'elle se transforme en guerre d'usure, comme vous l'avez mentionné. Et avec le temps, hier, un responsable iranien, le ministre des Affaires étrangères, a accordé une interview dans laquelle il a déclaré que l'Iran ne demandait ni cessez-le-feu, ni négociation. Même l'uranium enrichi, qui faisait partie des discussions auparavant, n'est plus sur la table pour être discuté avec qui que ce soit. Et voici la question que beaucoup de gens se posent. Si l'Iran se sent d'une certaine manière à l'aise, s'il a confiance en ses capacités à mener cette guerre au fil du temps, et peu importe combien de temps cela prendra, alors, du côté de l'administration Trump, voyez-vous une quelconque sagesse dans ce que serait leur objectif final? Quelle est la réussite recherchée? Quels sont les principaux objectifs à atteindre pendant la guerre qui se déroule actuellement? Ils n'ont pas défini cela très clairement au départ. Je pense qu'ils misaient beaucoup sur, je vais appeler ça des rumeurs, mais sur les rapports selon lesquels le général Ismail Qani, qui dirigeait les Gardiens de la Révolution, IRGC, était en réalité un agent de renseignement secret du Mossad. Le Mossad aurait soi-disant convaincu les États-Unis en disant « Écoutez, nous avons ce général qui est un informateur coopératif. Si nous éliminons le reste de la direction, il pourra prendre le commandement de l'IRGC et l'Iran s'effondrera. » C'était, je pense, le plan. Vous savez, encore une fois, si ces rapports sont vrais, mais je pense qu'ils le sont. Donc, une fois que tout cela s'est effondré, une fois que, vous savez, Qani a été découvert et exécuté, tout le plan de changement de régime sous une nouvelle direction des Gardiens de la Révolution, censé coopérer avec Israël et les États-Unis, a disparu. L'administration Trump aurait ignoré les avertissements selon lesquels l'Iran était tout à fait capable de fermer le détroit d'Ormuz et qu'il le ferait. Je ne sais pas jusqu'où ils sont allés dans leurs avertissements concernant les contre-attaques de l'Iran ou les attaques contre les installations militaires américaines, mais je suis assez sûr qu'ils ont été informés et mis en garde à ce sujet également. Et ensuite, nous ne savons tout simplement pas combien de missiles l'Iran possède réellement dans son arsenal. Vous savez, quelqu'un que je considérais autrefois comme un ami disait que j'inventais une partie de tout ça, mais ce n'est pas le cas. Nous avons vu les images des villes de missiles, ces villes souterraines, littéralement des centaines de kilomètres de tunnels,
où les armes et les munitions sont stockées et produites. Et je soutiens que cela à lui seul a empêché les États-Unis et les services de renseignement occidentaux d'obtenir une évaluation précise du nombre de missiles que l'Iran possède réellement. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils continuent de tirer. Ils ont déjà lancé plus de 52 vagues de missiles, vague après vague. Vous savez, ils envoient en moyenne environ 3,5 à 4 vagues de missiles par jour. Cela ne me donne pas l'impression de quelqu'un qui est à court de missiles pour commencer. Donc, il y a ceci. Les États-Unis se sont trompés dans leurs calculs sur ce point, et ils n'avaient pas non plus prévu que toutes leurs installations militaires dans le Golfe Persique seraient détruites petit à petit. Je pense donc que les exigences de l'Iran seront, en fait, ils ont déjà commencé à le confirmer, des réparations, la réparation des dommages causés à l'Iran, la levée de toutes les sanctions et l'expulsion du personnel militaire américain de leur base dans le Golfe Persique. Et vous savez, en même temps, il semble que l'Iran soit peut-être en train de rendre service au peuple du Sud global en détruisant Dubaï, en détruisant les Émirats arabes unis. C'est l'un des régimes les plus honteux de la planète aujourd'hui, en raison de l'exploitation économique qu'ils infligent aux Philippins et à d'autres Asiatiques venus aux Émirats arabes unis pour y travailler comme des esclaves. Leurs passeports sont confisqués, ils sont maintenus là-bas, vivant dans des conditions inhumaines. Et puis il y a tous ces gens extrêmement riches qui, vous savez, en ont fait le terrain de jeu de Satan. Ils prétendent être un pays islamique, mais ils ne le sont pas. Ils violent tous les principes de l'islam. Et la guerre commence en réalité à forcer tous ces gens extrêmement riches à foutre le camp, parce que ce n'est plus sûr. Cela apporte donc une forme de justice à cet égard. Larry, il semble que la partie nord d'Israël soit bien pratiquement détruite par des missiles et des attaques en provenance du Liban. C'est une combinaison de forces iraniennes et libanaises. Comment vois-tu ce front? Parce que les Israéliens parlent d'envoyer des forces terrestres au Liban pour combattre le Hezbollah. C'est du déjà-vu. Vous savez, en 2006, Israël a envahi le sud du Liban pour vaincre le Hamas, ou le Hezbollah. Et le Hezbollah leur a mis une raclée. Israël a tenu 33 jours. Puis, on a décidé de négocier pour mettre fin à tout ça. Depuis 2 ans, on nous sert cette propagande selon laquelle Israël aurait détruit le Hezbollah. Ils ont fait exploser les téléphones portables, littéralement, arrachant les mains de petits enfants. Ils ont fait la même chose avec les radios, puis ont renversé Bachar el-Assad pour installer un djihadiste qui déteste les chiites, un certain Al-Jelani, alias Al-Sharma. Et, vous savez, le Hezbollah était censé être fini, non? Eh bien non, le Hezbollah s'est réarmé, réentraîné, rééquipé. Ils sont toujours là, et ils se battent depuis une position défensive. Ils sont capables de tendre des embuscades aux forces israéliennes, de détruire des chars, de tuer et de blesser des Israéliens. Israël parle maintenant de mobiliser 450 000 réservistes. Vous savez, cela représenterait environ 10% de toute la population israélienne sous les armes. That'd be 10%, roughly 10% of Israel's entire population under arms. They can't sustain. Tu sais, ils ne peuvent pas tenir ce rythme parce que ces réservistes, une fois rappelés, ne contribuent plus à l'économie. Donc tu vois, si c'est 450, d'accord, c'est 5%, pas 10%, mais ça reste une énorme part de la population. Et ils vont constater encore une fois qu'ils ne peuvent pas vaincre le Hezbollah. Bon sang, ils n'ont même pas réussi à vaincre le Hamas. Et ils avaient un terrain plus favorable face au Hamas que celui qu'ils auront face au Hezbollah. Et le Hezbollah a amélioré ses capacités. Il dispose maintenant de meilleures roquettes et missiles. Pourtant, il continue de viser principalement
des cibles militaires, pas civiles. Primarily military targets, not civilian targets. Larry, tu parles des réservistes. Sont-ils de la même qualité que ceux que nous avons vus en Ukraine? Parce que tu te souviens de l'époque où l'Ukraine manquait de soldats. Ils ont fait appel aux réservistes, sans formation suffisante, et les ont envoyés sur le champ de bataille. C'était un véritable hachoir à viande. Eh bien écoutez, les soldats israéliens en général sont terriblement, très mal formés. Une discipline très faible, un leadership médiocre à tous les niveaux. Donc vous savez, les chiffres ne riment pas avec la qualité. Et vous savez, le problème avec les Israéliens, c'est qu'ils ressemblent à un gang criminel. Ce n'est pas une armée moderne, ni une armée professionnelle, de quelque manière que ce soit. Veulent-ils vraiment les utiliser au Liban? Ou veulent-ils les utiliser à la fois au Liban et à Gaza? Parce que personne ne parle de Gaza en ce moment. Oui, c'est bien ça. Ils sont à bout de ressources. C'est pour ça qu'il faut parler de 450 000. Je veux dire, ils ont déjà environ 250 000 soldats mobilisés. Et même avec ça, ils n'arrivent pas à contrôler un territoire de 5 000 de large sur 25 000 de long. N'importe quelle autre armée devrait pouvoir gérer ça assez facilement, mais pas Israël. Et c'est parce que ceux qui combattent Israël se battent en réalité pour une cause. Ils se battent pour leur terre, pour leur droit d'exister. Et autant les Israéliens, les sionistes, essayent de déshumaniser ces gens en les appelant Amalek, autant ces combattants ne sont pas prêts à abandonner. Israël ne peut pas gagner militairement. En fin de compte, il devra négocier et accepter de traiter les Palestiniens avec respect et de leur laisser avoir leur propre État. Larry, en ce qui concerne l'attaque contre l'île de Karg, d'après ce que nous avons appris des Iraniens, des médias iraniens, ils avaient déjà évacué ou déplacé environ 60% de ce qui s'y trouvait avant le début de la guerre. Et depuis que la guerre a commencé, nous avons vu beaucoup de pétroliers s'y rendre, prendre du pétrole et, je ne sais pas, l'exporter vers les pays qui reçoivent du pétrole d'Iran. Donc, en ce qui concerne l'île de Karg, quelle était la stratégie? Est-ce que cela est venu de nulle part? Parce que c'est la question que beaucoup de gens se posent. What was the strategy? Many people are asking that. What is that word you keep using? Strategy? Quel est ce mot que tu répètes sans arrêt? Stratégie. Stratégie. Tu veux dire qu'ils ont réellement réfléchi à l'avance, qu'ils avaient un plan avec des objectifs. Allons, voyons, mec. D'où tu sors ça? T'es bien trop indulgent. You are being too generous. Parce qu'ils parlaient de soldats, des troupes sur le terrain. C'est ça qui me perturbe. Ça n'a pas de sens. Tu penses que c'était juste, comme l'a dit Donald Trump à FMORM. On va l'attaquer à nouveau juste pour s'amuser. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Vous savez, Donald Trump me fait penser à un orang-outan dans un zoo. Si vous êtes déjà allé dans un zoo et que vous avez vu les singes, ils défèquent, puis se mettent à jeter leurs excréments sur les gens. Voilà Donald Trump. C'est un lanceur d'excréments. Je veux dire, je pourrais employer des termes plus crus, mais je vais essayer de rester correct, de garder ça convenable pour tout le monde. Non. Écoutez, quand les premiers rapports sont sortis, c'était « Oh, ils détruisent l'île de Karg, ils la bombardent. » Je me suis dit, mec, c'est une décision stupide. S'ils détruisent les terminaux pétroliers, l'Iran va riposter et détruire tous les terminaux pétroliers en Arabie Saoudite, au Koweït, en Irak et surtout au Qatar. Mais ensuite, un peu plus tard, Trump publie un message sur Truth, vous savez, sur son compte Truth Social, disant qu'ils avaient frappé des cibles militaires, mais laissé le pétrole tranquille. Je me dis, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Puis j'ai appris qu'il avait bombardé la piste. C'était une piste de 1800 mètres. Donc si vous voulez y déployer des troupes américaines, il faut une zone d'atterrissage sécurisée. On peut les acheminer à bord d'un C-17. Mais un C-17, qui je crois peut transporter au moins 200 soldats, peut-être plus, a besoin d'une piste d'environ 1800 mètres pour atterrir, ou d'au minimum 1000 mètres. Trump avait bombardé la piste là-bas, et seuls 900 mètres étaient utilisables. Cela signifiait donc un avion beaucoup plus petit, le C-130. Le C-17 est à réaction, le C-130 a des hélices, vous savez, elles tournent. Donc on dirait que c'était juste, montrons que nous pouvons faire quelque chose. Et puis les rapports provenant des habitants de l'île de Karg disaient « Oui, vous savez, ils n'ont vraiment touché à rien d'important. » Ensuite, d'autres rapports affirmaient « Oh, ils envoient ces 2200 marines, ils vont occuper l'île de Karg. Comment vont-ils s'y rendre? Nous avons déjà détruit l'aérodrome, donc on ne peut pas simplement voler jusqu'à là-bas et atterrir. Et l'idée qu'ils puissent voler sans opposition, sans se faire abattre, on ne peut pas garantir ça. Oh, ils vont arriver à bord d'un navire amphibie et débarquer. Comment vont-ils traverser le détroit d'Ormuz? Eh bien, ils ont mobilisé la 82e division aéroportée. Ils pourraient sauter en parachute. Oui, ils peuvent intervenir. Et ensuite, ils seraient soumis à des attaques incessantes de drones, des attaques de drones FPV venus d'Iran, et à l'artillerie. Donc rien de tout cela, tu vois, ils ne réfléchissent pas vraiment. Ils continuent d'imaginer que si on fait simplement, tu sais, comme un culturiste sur la plage torse nu, en contractant ses muscles, oh, il a l'air fort. C'est ce que Trump essaie de faire, juste exhiber ses muscles sur la plage. Le problème, c'est qu'il est gros, pas en forme, avec une vilaine poitrine d'homme, et que tout le monde reste indifférent à toute cette démonstration. Donc rien de ce que font les États-Unis en ce moment ne relève d'une stratégie coordonnée. Ce ne sont que des actions tactiques sans lien entre elles. Ce qui m'étonne vraiment, c'est que Donald Trump ait pu confier le Pentagone à quelqu'un comme Pete Hackett. Il est incroyable, Larry. C'est tout un phénomène quand on regarde la façon dont il parle de la guerre. Et comment quelqu'un peut-il croire que ce type pourrait fournir une quelconque, disons, analyse valable au président des États-Unis? Voici comment Pete Hackett s'exprime. Parce que vous, et je parle spécifiquement de vous, la presse, le corps de presse, vous réjouissez tellement à l'idée que Trump échoue. C'est comme si c'était dans votre ADN, dans votre sang, de souhaiter son échec, parce que vous voulez tellement qu'il ne réussisse pas. Vous devez espérer que ces frappes n'aient pas été efficaces. Vous devez espérer qu'elles n'aient peut-être pas fonctionné, que la manière dont l'administration Trump les a présentées ne soit pas vraie. Alors, prenons des demi-vérités, des informations manipulées, des fuites, et faisons-les tourner. Tournons-les dans tous les sens possibles pour semer le doute et manipuler l'opinion publique sur la question de savoir si nos courageux pilotes ont réussi ou non. Et combien d'articles ont été écrits sur la difficulté, je ne sais pas, de piloter un avion pendant 36 heures? MSNBC a-t-elle fait ce reportage? Et Fox. L'avons-nous fait, nous, ce reportage sur la difficulté que cela représente? L'avons-nous fait 2 ou 3 fois pour que le peuple américain comprenne? Et qu'en est-il de la difficulté à tirer un drone depuis un F-15, un F-16, un F-22 ou un F-35? Ou de ce que c'est que de servir sur une batterie patriote? Ou encore de la complexité du ravitaillement en vol pour donner au peuple américain une idée de la complexité et de la sophistication réelle de cette mission? Il y a tant d'aspects de ce que nos hommes et femmes courageux ont accompli
qui, à cause de la haine de ce corps de presse, sont sapés. Et parce que certains essayent de faire fuiter des informations et de manipuler l'opinion pour faire croire que ce n'était pas un succès. C'est irresponsable. Ouais, The guy is just Well, let's put it Ce type est juste, eh bien, disons-le en termes sportifs. Les vainqueurs de la Coupe du Monde, ceux qui ont joué sur le terrain et que tout le monde a vu marquer les buts, quand ils gagnent, ils n'ont pas besoin d'un discours médiatique pour expliquer leur victoire. Je veux dire, la victoire parle d'elle-même. C'est pareil pour les champions du Super Bowl, pareil pour les champions des World Series. Les résultats sont là, visibles pour tous. C'est quand on voit un secrétaire à la guerre, ou secrétaire à la défense, comme on les appelait autrefois, devoir sortir et tenter de contraindre la presse à soutenir un récit gouvernemental. Je veux dire, ça se faisait déjà avant la naissance de Pete Hegseth. Ils l'ont fait au Vietnam. Oh, nous avons fait exploser X hameaux, détruit X villages, tué tant de Vietnamiens, détruit tant de pièces d'artillerie. Blablabla. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons perdu la guerre parce que ce genre de chiffres n'a aucune pertinence par rapport à ce qui se passe réellement sur le plan stratégique. Donc, nous avons anéanti la marine iranienne. Eh bien, l'Iran n'a jamais vraiment eu une grande marine, pour commencer. Ils se sont jamais considérés comme une puissance maritime. Ils ont plutôt une sorte de garde côtière qu'autre chose. Et ils possèdent des moyens côtiers essentiels qui sont encore cachés et peuvent être déployés très rapidement. Et les États-Unis ne peuvent pas les en empêcher. Eh bien, nous avons détruit leur force aérienne. Là encore, ils n'ont jamais prétendu être une puissance aérienne. Mais ils peuvent assurément lancer un grand nombre de missiles balistiques que nous ne pouvons pas intercepter, que nous sommes incapables de neutraliser. Et c'est le résultat d'un plan de longue date que l'Iran avait mis en place. Donc Pete Hegseth, malheureusement, prouve qu'il n'est pas une personne très intelligente. Is proving himself not to be a very smart person. Yeah, he attended Princeton University. Oui, il a fréquenté l'université de Princeton, mais c'est en réalité un peu un simplet. L'autre jour, il a ouvert la bouche et a pratiquement commis des crimes de guerre en disant que nous n'allions montrer aucune pitié, aucun quartier. Eh bien, attendez une seconde. Si quelqu'un se rend, vous n'avez pas le droit de le tuer selon le droit international. Mais voyez, c'est bien là le problème. Les États-Unis ne reconnaissent plus le droit international. Nous nous sommes déclarés être notre propre loi. Tout ce que Donald Trump ressent devient la norme de fonctionnement. Et vous savez, une fois qu'on établit un environnement sans loi comme celui-là, c'est la loi de la jungle. Les plus forts survivent. Et dans ce cas, la réalité, c'est que l'Iran est plus fort que les États-Unis ne veulent bien l'admettre, et que les États-Unis sont plus faibles qu'ils ne veulent bien l'admettre. Larry, avant de conclure, voici un sondage de Politico. Ils l'ont publié en montrant que les gens, principalement des alliés des États-Unis au Canada, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, estiment que le XXIe siècle appartiendra à Pékin plutôt qu'à Washington. Oui, je pense que c'est tout à fait juste. Ce n'est pas seulement une question d'Asie de l'Ouest. On le voit partout. Lorsqu'on observe les alliés des États-Unis, les partenaires les plus importants de Washington, ils n'ont pas vraiment l'impression que les États-Unis y gagnent quoi que ce soit. À leurs yeux, ils sont en train de perdre, tandis qu'ils voient Pékin, la Chine, se développer. Oui, eh bien, la Chine, malgré la propagande américaine qui prétend le contraire, ne cherche pas à conquérir le monde militairement. Son initiative des nouvelles routes de la soie relève plutôt d'une approche à l'ancienne, du genre « Hey, on va t'apporter une boîte de chocolat, un peu de vin et des fleurs, puis on t'invite à dîner. » Ils essayent de séduire le monde,
pas de le contraindre ni de le prendre en otage comme le font les États-Unis. Et la seule manière dont les États-Unis tentent de contrer cela, c'est en affirmant que la Chine est une puissance militaire coercitive, ce qu'elle n'est pas. Ce qui me fascine, c'est la façon dont les États-Unis finissent par créer ces récits entièrement faux. Mais ils deviennent dominants. Les gens y croient, surtout en ce qui concerne l'Iran. Le récit veut que l'Iran soit un État hostile, brutal, autoritaire, qui aurait tué des milliers d'Américains. Vous savez, les 663 Américains qui sont morts là-bas en Irak à cause des projectiles formés de manière explosive, les EFP, ont été entièrement attribués à l'Iran. Or, ce n'est pas le cas. Mais dans ce récit, les États-Unis ignorent le fait que nous avons envahi illégalement un pays et que les habitants de ce pays, peut-être ont-ils reçu un soutien de l'Iran, mais ce sont eux-mêmes qui ont résisté à l'envahisseur. Nous n'avions aucun droit d'être là, absolument aucun. Et pourtant, lorsque nous nous mettons dans cette situation et que nous sommes tués, nous voulons blâmer ceux qui se défendent. La Chine, elle, ne sort pas tuer des gens. La Chine n'a pas le sang de plus d'1 million d'Irakiens, d'Afghans, de Syriens ou de Libyens sur les mains. Bien au contraire. Et pourtant, les États-Unis continuent d'essayer de convaincre le monde que la Chine est la menace. Il faut les arrêter. La Chine construit des choses. Les États-Unis en détruisent. Malheureusement, non. Merci. Merci beaucoup, Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Je suis content d'avoir pu participer. J'espère que ce que j'ai dit a été utile. On se voit vendredi, je suppose. Van distinctement. Très bien. Réglons cette histoire de chemise d'ici là. Ouais, bien sûr. Salut. Au revoir. Au revoir.